Et bonjour à vous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, mais pas si nouvelle que ça. Une invitée très chère à mon cœur, que j'ai déjà invitée 2 fois, Marianne Grazelli-Meyer, qui dans un premier épisode nous parlait de la reliance à la nature. Elle nous a beaucoup parlé aussi du féminin sacré, de revenir à soi, et elle arrive avec un nouvel ouvrage, En quête de mère, où là, elle se livre dans son histoire personnelle et notamment sur la question de l'amour maternel, quête qu'elle a eue tout au long de sa vie. Donc un épisode différent des autres, un épisode qui va se faire en toute intimité, en tout questionnement sur qu'est-ce que c'est être une mère, comment vit-on son rôle de mère, comment vit-on sa maternité, comment vit-on le rejet et comment se construit-on avec le manque d'amour d'une mère. Alors je vous souhaite un bel épisode plein de résilience et d'amour. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. J'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois Marianne Grazelli-Meyer. Alors bonjour Marianne. Bonjour Virginie. On s'est déjà parlé, tu nous as parlé de la nature, tu nous as parlé de se reconnecter à la nature, tu nous as parlé de la féminité sur ce podcast. Et aujourd'hui, tu arrives avec un nouveau livre qui s'appelle En quête de mère. Alors, j'aimerais juste un petit peu l'introduire parce que j'ai commencé à lire en étant dans le bus. J'ai dû m'arrêter parce que j'étais quasiment en train de pleurer dans le bus. Donc, c'est un livre plein d'émotions. Marianne, en fait, j'ai lu tes autres ouvrages qui sont habituellement des accompagnements rituels, où en fait c'est un manuel qu'on a, où on va expérimenter ce que tu nous proposes. Là, rien à voir. J'étais pas prête, Marianne. On n'est pas prêt pour ce livre. Tu nous amènes dans un univers finalement dans ton histoire, en partie romancé. On ne sait pas ce qui est juste ou pas, mais en fait, dans un moment des flashs, des scènes de passé qui commence comme ça. On commence même dans les années après-guerre, même un petit peu avant les années 60. On a des scènes de tes ancêtres, de ta famille, et on a dans cette trame de fond cet enfant en couveuse, donc tu nous expliqueras, qui regarde le monde. Donc au départ, ça commence un peu en patchwork, un peu comme ça, avec beaucoup d'émotions. C'est pas toujours où on est, mais parce que c'est comme nos souvenirs. Et à la fin, on découvre ton histoire. Alors Marianne, tout de suite, et néanmoins, je voulais quand même rajouter, il y a un personnage qui est toujours là quand même, qui est la musique aussi. Toujours tout au long de ce livre, qui est un personnage secondaire, mais qui est déjà très 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 tôt dans l'histoire, même ne serait-ce que dans les rythmes dans la couveuse. Déjà, il y a déjà toute cette musique que fait cet enfant dans la couveuse. Alors Marianne, j'ai juste envie, donc j'étais très touchée par ton roman qui m'a donné beaucoup d'émotions. Moi, j'avais cette première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu nous livres cette histoire-là? Quelle est la genèse de cet ouvrage très intime, profondément intime? Alors, je pense que ça a été provoqué par les deux décès de ceux qui étaient mes géniteurs, génitrices. Donc, ma maman, dont j'ai appris le décès il y a quelques années, mon papa qui est décédé maintenant il y a 2 ans. Et donc, à un moment donné, on se trouve ailleurs sur la ligne du temps. Enfin voilà, c'est l'âge aussi, c'est un moment où ceux qui étaient avant ne sont plus là, et donc on devient, mais tous, dépositeurs d'une mémoire. C'est à nous de faire que cette mémoire puisse se transmettre. Et cette mémoire, pour moi, elle était faite de trous. Et donc, faite d'absence, faite d'inconnus, faite de trous qu'il fallait retisser. Tu as parlé tout à l'heure de patchwork, et j'ai voulu retraduire dans la manière dont le livre a été écrit ces petits bouts de vie qui m'ont été donnés et qui finalement font une vie.
En fait, c'est comme un puzzle où finalement on arrive à la fin du livre et on comprend tout ce qui s'est passé ou pourquoi ça s'est passé comme ça, ou en tout cas on a peut-être une idée de compréhension et on comprend où j'en suis arrivée. Mais d'abord, il y a que des flashs parce que c'est comme ça, parce que dans la vie c'est comme ça, et pour moi d'autant plus parce qu'il y a eu plein de souvenirs qui n'ont pas été là et plein aussi de questions auxquelles on n'a pas répondu. Et là, il fallait que des mots qui soient les miens, des mots qui soient ma fiction à moi, puissent relier à nouveau ce patchwork ensemble pour que cette belle couverture colorée et sonore, on y reviendra, puisse être apportée à ma descendance, pour que eux ils aient une lignée complète. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais quand j'ai terminé, je me dis, mais quel beau cadeau elle a fait à ses petits-enfants. Vraiment, puis petits-enfants, arrière-petits-enfants. J'ai eu la chance aussi que moi, mon grand-père, alors sans ce côté très narratif, écrive le livre de sa vie, laisse ses mémoires, et grand-père que je n'ai pas connu, et ô combien, quand je le lis, je le relis à à mon fils, qui pourra lire lui à son fils. Quel beau cadeau, même si c'est beaucoup moins beau, il n'y a pas une belle plume, mais les éléments sont là de la manière dont lui a vécu. On peut être témoin de ça. Alors ça, c'est déjà un premier cadeau. Il y a au tout départ, finalement, ta naissance, qu'on comprend plus tard être ta naissance, c'est l'histoire de ta maman, mais aussi des femmes qui l'entourent. Et ce qui m'a profondément touchée, parce que il y a une dureté dans cette maman, il y a une dureté profonde, mais en même temps il y a une dureté, mais dans quel contexte? Moi, je n'ai pas réussi à lui en vouloir de tous. Enfin, il y a un moment d'incompréhension, de jeunesse, d'une femme qui n'a pas les repères, qui n'a pas les codes. Elle dit des choses terribles. Alors moi, j'ai pleuré, en toute franchise, au moment où elle a son enfant. Alors j'ai eu un enfant prématuré, donc j'ai passé évidemment des heures devant cette boîte, et à un moment, elle ne comprend pas. Donc elle a son enfant prématuré. Elle ne comprend pas l'intérêt d'aller voir son enfant. De toute façon, il dort. Pourquoi aller le voir? Et en plus, en parallèle, on lit la vie qui éclot dans cet enfant, ça bouge, il a des sensations. C'est quoi cette relation avec cette maman et ces femmes aussi autour qui ont... À un moment, il y a un passage qui m'a énormément troublée. Elle dit, j'espère... Elle a son amie qui a cette maison un peu riche, et elle dit, mais j'espère qu'un jour, j'aurai ma maison. Puis on se dit, mais c'est des femmes qui avaient tellement peu de marge, qui avaient des petites ambitions. Et comment on peut... Enfin, il y a tellement de compréhension aussi dans ton ouvrage. Alors, je pense que j'ai vraiment essayé de comprendre derrière l'immense blessure qui a été pourquoi est-ce qu'elle m'a abandonnée et pourquoi est-ce qu'elle m'a abandonnée à répétition, finalement, parce que je peux tout à fait comprendre, et c'est ce que j'ai voulu retraduire, la désespérance et le manque d'outils. Comme tu le dis si bien, le manque d'outils de cette toute jeune femme qui se retrouve avec la plus grande prématurée de Suisse, où tout le monde est un petit peu, les infirmières aussi, elles sont un petit peu dépassées par moments, elles savent pas trop quoi faire. Est-ce que cet enfant va être viable ou pas? Enfin, on est dans ce risque de s'attacher si jamais le pire advient. Donc il y a tout ça, et ça j'ai voulu le comprendre, et ça j'ai voulu excuser si on peut, parce que ça j'arrive à comprendre. Par contre, la colère reste à la fin de ce livre, parce qu'elle a eu plusieurs possibilités par la suite, puisque j'ai essayé de la retrouver, je l'ai retrouvée, j'ai essayé de faire du lien, j'ai essayé de rester en lien, j'ai essayé même jusqu'au bout, enfin jusqu'à son bout à elle, puisqu'elle est décédée après une longue maladie. J'aurais pu encore être là, on aurait pu encore. Et elle a refusé ça pour des raisons là que je ne sais pas. Enfin, j'en donne évidemment une possibilité dans un grand malentendu qu'on a eu, elle et moi. Mais lorsque je présente ce livre en conférence, je dis aux personnes, mais est-ce que lorsque vous décidez d'arrêter une relation, est-ce que vous pourriez laisser la porte battante? Est-ce qu'on pourrait laisser les relations, même si des fois dans la vie, on doit couper des relations et parfois elles sont même toxiques, mais est-ce qu'on peut quand même laisser la porte du saloon, tu vois? Est-ce qu'on peut laisser cette porte juste basculer pour un possible quand même
une nouvelle relation possible ou pas. Et là, me reste cette incompréhension sans réponse d'une femme qui n'a pas pu le faire. Et on peut fermer la porte du slalom et la barricader dans l'amitié, dans le travail, mais pas avec les enfants. C'est ça qui est terrible. C'est vrai qu'après il y a ce sentiment après il y a toute la question de la maternité. Puis ce qui est touchant, c'est ce que j'ai trouvé très beau, qui m'a aussi énormément émue, parce qu'évidemment en tant que femme, en tant que mère, on est touché, parce que on aura ce fantasme de l'enfant arrive et on a la maternité, on a toute l'envie d'un enfant en fait, et en fait c'est pas ça. Et ce qui est beau aussi, c'est ce fil pour apprendre la maternité, au même titre que toi, tu as dû te construire sans les références. Et cette profonde résilience que tu as eue, et d'aimer aussi et d'aimer en essayant des choses, et en n'ayant pas de référence, en allant tout à l'instinct. Enfin, l'instinct ou un cœur énorme. Il y a une volonté, un amour profond. En tout cas, c'est ça qui ressort aussi. Je dis à un moment donné dans le livre, je me suis auto-née. C'est pas un magnifique mot, mais ça dit cette sorte d'impression, mais qui s'est répétée dans ma vie, parce que on me dit pionnière, par exemple, typiquement, on me dit pionnière pour plein d'activités, de suivi de femmes, d'initiation. Enfin, j'ai été beaucoup initiatrice et pionnière. Et pionnière et prématurée, c'est la même histoire. C'est d'être un peu trop tôt là, tu vois, alors que l'environnement est pas encore prêt. J'ai dans ma vie, il y a plus de 22 ans, chanté la résilience des femmes et l'écoféminisme, et sur une scène, et fait un CD, alors que personne n'était prêt à entendre ça. Enfin, j'ai créé des cercles de femmes, personne n'avait les outils encore pour le faire. Donc c'est comme si dans ma vie, il y a une sorte de mouvement comme ça, où je suis avant, j'ai une envie de création qui ne peut partir que depuis, comme tu le dis, une intuition ou un instinct personnel, mais qui n'a pas encore vraiment un terrain complètement fertile pour le recevoir. Et c'est à la fois ce qu'on peut apprécier dans ma transmission, mais c'est à la fois aussi pas facile à vivre, quoi, parce que je me suis toujours sentie décalée. C'est vraiment ça. Enfin, on a partagé, j'ai suivi ta formation. C'est de lancer le mouvement, l'énergie que ça demande de défricher une route, pour que les autres après puissent. Puis des fois ils se plaignent parce que c'est pas assez bien défriché. Donc c'est vraiment d'être vraiment cette femme initiatrice, qui peut être un trait de caractère sur la prématurité. Alors j'aimerais faire un tout petit aparté sur la maternité, de la prématurité, parce que c'est une épreuve pareille. Je crois qu'il y a énormément de tabous sur les grossesses. J'ai pas d'études, mais sur la grossesse qui se passe pas bien, sur la difficulté de l'accouchement. C'est quelque chose qui peut très bien se passer pour bon nombre, mais pour lequel c'est pas le cas pour tout le monde, et on n'en parle pas trop. Aussi bien, ça peut être la mort périnatale, ça peut être la naissance prématurée, et d'être plongé sans être préparé dans le monde de la néonatologie. Alors toi, c'est complètement miraculeux, cet enfant, parce qu'aujourd'hui, de la néonatologie serait une science ultra, une médecine, une spécialité de médecine très très poussée, et avoir un enfant prématuré, c'est un cataclysme, et c'est un cataclysme en tant que femme. C'est un cataclysme pour l'enfant, évidemment, et c'est un cataclysme pour le couple. Alors, j'avais envie de faire un lien vraiment entre ce bébé en couveuse qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas d'odeur, pas de consistance, qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas renifler. Je dis à un moment donné, c'est même pas une poupée, parce qu'une poupée, on pourrait lui acheter des vêtements. Enfin, on sait pas trop à qui on a affaire là. Et en plus, à ces époques-là, on ne pouvait absolument pas les toucher. Alors que maintenant, en discutant avec des doulas, avec des sages-femmes autour de ce livre, on est pour le pot à pot, et on me disait, mais c'est pas seulement qu'on doit faire que la mère elle touche son bébé, on doit tout faire pour qu'il y ait un échange de regards, c'est-à-dire un échange de vie entre ce bébé et sa mère, et ça le plus tôt possible, et même s'il est prématuré. Donc il y a énormément de choses qui sont faites maintenant pour établir
le plus tôt possible cette relation, alors que là, à l'époque où je suis née, et je suis restée 3 mois en couveuse, c'est énorme. J'ai été malade, ensuite j'ai dû retourner à l'hôpital, donc il y a pas eu ce contact avec la mère, et on ne lui a pas proposé. Elle regardait cet enfant comme quelque chose, comme quelque chose. Voilà, c'est le mot qui me vient et que j'ai essayé de retraduire avec mes mots plutôt poétiques, évidemment, mais je dis des fois ce chiffon de peau ou cette virgule de chair. Enfin, il y a quelque chose dans ces mots-là qui font référence au fait qu'elle n'a pas eu les outils. Et elle-même a été dans une boîte comme celle-là, puisqu'elle a été en orphelinat, elle a été extraite par une société calviniste, très moralisatrice. Elle a été extraite de sa propre mère, comme d'ailleurs son demi-frère et sa demi-sœur par la suite. Donc tout le monde a été dans une coupe comme ça, hors vie. Hors vie, c'est ça. Il y a un manque d'amour profond. Ça montre aussi une Suisse, pour les auditeurs, c'est peut-être moins, mais une Suisse moins jolie. Il y a aussi ça. Un Genève, normalement, qui a une vision très ville internationale. Ça montre un Genève dans les années 60, un pays encore, enfin, avec un milieu aussi très modeste. Et moi, j'ai apprécié aussi cette vision, cet autre regard sur la Suisse aussi, en y vivant, évidemment. Je suis hyper touchée parce qu'effectivement, en ayant eu, moi, maintenant, il a 16 ans, hein, mon fiston, évidemment, j'ai passé des heures. On passe des heures à côté d'une boîte. Alors, effectivement, on a le petit bouquin, le petit truc, mais j'ai littéralement, dès qu'il a pu, il a quand même mis 15 jours à pouvoir sortir de la couveuse. Dès qu'on a pu, en fait, on est vraiment torse nu, hein, et on met l'enfant contre soi et on passe des heures et des heures. Et maintenant, monitoré, on peut voir que l'enfant on voit le cœur qui se calme. On voit l'effet du pot à pot et c'est quelque chose, c'est des instants de magie. Alors, et on doit, c'est au CHUV à Lausanne, ce qui se passe, c'est le love care. C'est vraiment, on soigne par l'amour et on doit faire ça. C'est au maximum tout ce qu'ils peuvent faire. En tout cas, les équipes soignantes le prennent en compte. Ça, c'est un moment magnifique et quand on voit que ça apaise, on voit que ça donne de la force. Il y a quelque chose de magique dans le lien avec son enfant qui est effectivement, un enfant avec des tubes, des machins, des petits, on peut pas le toucher comme on veut, on le dépose et il est tellement fragile. Mais c'est la prématurité et tout ce que ça peut faire peur aussi. Moi, j'ai passé 5 mois, je crois, en néonatologie. J'ai vu toutes sortes de situations affreuses. C'est bien l'enfant qui peut être né prématuré, des coups de violence faits par un mari sur sa femme, les mamans seules devant les boîtes aussi, les mamans qui quand ça ne se passe pas bien. Alors aussi en ayant un enfant en situation de handicap, c'est la force des mères qui vont se battre et parfois j'ai plutôt vu ça, mais des fois l'absence du père qui, quand ça se passe pas correctement, quand il y a une fuite et des fois c'est tellement décourageant et moi j'aurais presque un message à passer, c'est de dire mais quand ça se passe pas bien, messieurs, il faut être là. Enfin, il y a vraiment un soutien important. Oui, et là ça s'est passé par jeunesse aussi, pas par malveillance ou par incapacité, mais juste par jeunesse, c'est ça que je veux dire. Et ils avaient tous les deux 20 ans, enfin, voilà comment c'est quand on est démuni. Ce qui m'intéressait aussi dans ce livre, c'était de donner parole à ce petit bébé qui, du coup, sans être touché, qui, du coup, sans être regardé, ou comment il vit, en fait, et de me rendre compte, et ça c'est loin d'être venu, c'est venu vraiment dans les années où j'ai pu être musicothérapeute, où je me suis rendu compte que mon lien au son, et en particulier le lien au tambour chamanique, qui pour moi après est devenu vraiment un instrument existentiel, que peut-être, je peux pas le dire comme ça consciemment, mais je le dirais presque de manière cellulaire, ce qui m'a donné vie, c'est le son. C'est vraiment ces premiers sons de machine qui, si elles s'arrêtaient, exprimeraient la mort pour moi. Donc le son répété, le son hypnotique qui est toujours là, signifie ma propre existence.
Et c'est là où j'ai essayé de trouver des mots. J'ai essayé de trouver des mots aussi sur l'impuissance et sur le besoin d'exister. Je dis à un moment donné, par exemple, les papillons ont une odeur. Je ne sais pas de quoi, de quoi sont venus ces mots-là, mais j'ai senti qu'à un moment donné, tous les sens sont un peu mélangés parce qu'on est soi-même complètement adonné à ce qui se passe dans cette boîte-là. Mais c'est vraiment le son. C'est le point de départ de ce livre, c'est le son, et ce sont les premiers mots d'ailleurs du livre. C'est quand je me suis dit, je veux écrire ce livre, c'était vraiment une impulsion très très forte, et le son est venu. De comment écrire ce son, et là j'ai fondu en larmes, et j'ai su que la porte s'était ouverte en moi pour l'écriture de ce livre, parce que c'est le son qui m'a donné vie, et évidemment rationnellement je sais que j'ai des génitrices, mais c'est le son qui a été mon moteur de vie pendant tous ces premiers mois. C'est ça, hein, parce que faut pas oublier que dans un incubateur, dans une couveuse, tout fait question de résonance. On sait, aujourd'hui, pour le coup, il y a des études qui montrent que les prématurés ont une sensibilité au son particulière, aussi bien de l'hypersensibilité qu'en tout cas, il y a cet univers-là, il y a un besoin de son. Ça c'est très très juste. Toi, tu le traduis dans la musique, grâce à cet univers. Pour moi, il y a plusieurs niveaux. C'est comment tu te construis en tant que mère, en fait, et après en tant que femme, et en tant que femme qui n'a pas reçu jusqu'à la dernière minute l'amour de sa mère, ce qui est un traumatisme énorme, et t'as réussi à ne pas retransmettre et quand même, peut-être cette Lily, moi je l'ai sentie un peu aigrie quand même. Enfin, c'est comme si elle traversait sa vie sans qu'il y ait trop d'émotions. C'est terrible. On se dit, mais c'est une vie un peu comme ça où, aujourd'hui, on va dire, on a une mission de vie, on essaie de mettre de l'importance à notre vie. Alors on dit, c'est une vie, peut-être que sa seule mission, c'était de te mettre au monde et que tu fasses rayonner autour de toi. Et on la remercie pour ça, évidemment. On va l'honorer pour ta présence sur cette terre. Mais comment on se construit en tant que femme, en tant que mère, sans avoir eu ces fondations-là, vraiment, pas que le savoir-faire, c'est les bases de l'amour. Alors j'ai quand même eu un pilier de résilience qui a été la présence de ma grand-mère paternelle, puisque côté de la lignée maternelle, je ne savais rien et je n'ai jamais rencontré personne. Mais du côté du papa, il y avait une grand-mère qui, quand elle m'a vue maltraitée en orphelinat, ne l'a pas supporté longtemps et a pu ensuite me prendre. Je ne sais plus exactement, je devais avoir à peu près 4 ans, quelque chose comme ça, où elle m'a pris chez elle. Et elle a été vraiment mon pilier de résilience. C'était une femme très très forte et très active, très présente, et elle avait un jardin, et je pense que tout ce qui m'a liée à la nature vient d'elle, et donc elle m'a donné ça. Elle m'a dit combien j'étais importante. Elle m'a dit combien j'étais adorable comme petite fille. Elle m'a rassurée. Elle a cru dans mes compétences. Et sans ça, je ne sais pas. Vraiment, sans ça, je ne sais pas. Mais cette présence de cette grand-mère a permis aussi à ma mère de partir. C'est-à-dire que cette grand-mère a été là et a dit une fois avec des mots ou sans les mots, je ne sais pas, dans le verbal ou le non-verbal, je suis capable d'élever ta petite fille et toi tu peux t'en aller. Donc j'ai eu ce pilier de résilience. Autrement, je ne sais pas. Après, je suis une survivante et je pense, comme beaucoup de prématurés, j'ai une puissance de vie à l'intérieur de moi qui fait que je rebondis face j'essaye d'aller chercher quelle est l'étincelle, et non pas le feu, mais juste l'étincelle qui va me permettre de m'accrocher pour continuer. Mais j'y crois complètement. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais entre la vie et la mort et que finalement c'est la vie qui m'a pris, qui fait que j'ai une sorte de foi cellulaire dans la vie, qui fait que je me dis, il faut que j'aille chercher où est cette étincelle, elle est sûrement à quelque part, il faut juste que je la trouve pour pouvoir continuer d'avancer. Peut-être quelque chose comme ça, dans cette résilience, parce qu'évidemment que je n'ai pas eu que ces abandons-là, je suis comme tout le monde, j'ai été abandonnée plusieurs fois dans la vie, ou trahie, enfin, ça fait partie de la vie, quoi. Mais toujours aller chercher cette étincelle. Et c'est quelque chose en plus que tu as pu porter tu me rappelles, Marianne, il me semble que tu as 3 enfants,
comme ma mère, une fille et 2 fils, comme ma mère. Et j'ai été mariée 3 fois, je suis mariée pour la 3e fois, comme ma mère aussi. Il y a des choses très très étonnantes après qui se passent dans ces transmissions-là. Très étonnant. Quel message tu pourrais passer aussi à il y a beaucoup de femmes qui ne trouvent pas leur féminité. Alors toi, tu as la puissance, tu as la force, tu as en plus la force d'éveiller la féminité chez les femmes. Enfin, bien sûr que tu es une pionnière, bien sûr que tu es un puits de lumière. Enfin, tu es quelqu'un vraiment d'extraordinaire qui, quand on te rencontre, je crois que je l'ai déjà dit, mais on n'est pas indemne quand on te rencontre. Il y a un avant, il y a un après. Parce que tu vas pouvoir réveiller l'étincelle chez certaines personnes. Et comment, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir te rencontrer, quelles sont les ressources qu'on peut avoir pour une femme quand on a été profondément meurtrie dans son parcours de femme, dans son identité de femme, quand on n'a pas été aimé par sa mère, mais du coup après, évidemment, les relations avec les hommes deviennent compliquées. Où est-ce qu'il y a de la ressource? Comment on peut cultiver, comment peut-on apprendre la résilience? Je ne sais pas si on apprend la résilience. C'est une bonne question parce que moi je suis née dans la résilience, on va dire. Je suis née dans le chaudron et j'ai l'impression que c'est beaucoup de survie et j'ai pas tellement envie de donner une leçon de survie. J'ai envie de donner une leçon de vie. Tu vois, j'ai envie de dire mais comment est-ce qu'on peut passer justement de la survie à la vie? Alors je crois très très fort dans la communauté. Je crois très très fort que s'il n'y a pas eu la famille, il y a des amis. Je crois il y a des familles de cœur et je crois vraiment en la possibilité de créer autour de soi, et je l'ai fait, d'avoir auprès de soi des sœurs qui sont là et qui sont sans aucune rivalité, prêtes à vous montrer tel que vous êtes chacune dans votre beauté. Je dis ça comme ça parce qu'on est des êtres uniques. Et dans cette unicité, il y a une force, il y a une beauté et une vulnérabilité qui est notre force aussi. Hein. Ça fait partie des couleurs de notre vie. Mais si on peut créer une communauté autour de soi qui est capable de voir chacune des personnes de cette communauté dans son unicité, mais non pas en mettant en comparaison les blessures, ou si c'est une victime, ou s'il faudrait avoir pitié, ou rien à voir ça. Juste la grandeur d'être au monde. Et moi, quand j'initie des femmes, ou j'initiais des femmes à cette grandeur-là, mais j'en pleurais, Virginie, parce que en chacun de nous, il y a cette étincelle de l'autre aussi. Donc quand on fait grandir l'autre, quand l'autre se met debout dans sa beauté telle qu'il est, mais c'est mon étincelle à moi à l'intérieur qui brûle aussi. Et je pense que je porte ça c'est pas une posture, c'est vraiment tel que je suis. Et quand je vois une personne qui est dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité ou dans son désespoir, je vois en même temps sa grandeur. Et je peux pas l'exprimer. Des fois, on est en dépression et on voit pas le bout du tunnel. Mais il y a cette grandeur dans l'âme de chacun. Il y a au fond des yeux qu'on regarde, il y a l'être intouché. Il y a l'être intouchable et intouché. Et c'est cet être-là qu'il est important d'aller retrouver. Ça peut être grâce aux autres, ça peut être grâce à un thérapeute, ça peut être... Il y a plein de manières où on peut dans sa vie, mais cherchons les êtres qui peuvent nous être dans cette approche-là. Ces 2 mots, intouchable et intouché. C'est magnifique. Alors, évidemment, si j'ai autant été touchée par ton livre, parce qu'il y a eu beaucoup d'échos. J'ai une maman qui m'a eu, elle a accouché à 19 ans, tu vois, très très tôt. Donc il m'a fallu tout un temps, j'étais là, mais ça m'a pris des années où j'étais là, mais quelle réaction de gamine, pourquoi elle a fait ça? J'ai eu beaucoup de colère envers ma maman qui n'arrivait pas à m'aimer. Enfin, j'ai vraiment eu un très gros écho. Et par contre, moi, elle a eu un énorme accident, et là, donc moi, quand j'ai eu 30 ans, là, à un moment, elle m'a vue et j'ai été très proche d'elle à ce moment-là. Je l'ai soutenue, peut-être avec un peu de distance, qui était peut-être au départ, je l'ai soutenue parce que c'était mon devoir.
Et à un moment, on s'est retrouvés, on a pu. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette chance d'avoir une maman incroyable sur laquelle on a beaucoup de liens. On peut vraiment énormément communiquer, qui est une amie maintenant, parce qu'on a très peu d'écart à un moment. Et je lui disais, mais maman, comment tu me voyais petite? Et c'est ça aussi la résilience. C'est comme tu dis, je sais pas si ça s'apprend. Elle me dit, mais ma fille, tu prenais l'amour là où il était. Et on le prend effectivement chez les personnes et on se construit avec des personnes aussi. Et l'enfant a cette capacité-là quand, le papa n'est pas là, il y en a peut-être un autre qui remplace et il peut y avoir un très excellent beau-père qui finalement quasiment substitue un papa présent. La maman, c'est déjà quelque chose de plus compliqué. Il y a vraiment une construction à avoir comme ça, mais il y a quelque chose qui remplace et on prend l'amour et on bouffe l'amour et il y a une volonté de vivre et de se relever. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, même si, à juste titre, Marianne, tu as tout à fait raison, il y a des moments où on peut se perdre et il y a vraiment ce travail d'aller au fond de soi, chercher son étincelle, son divin, sa partie intérieure. Marianne, du coup, j'avais juste une question. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Marianne, tu arrives à un âge où il est l'heure de transmettre. Ça fait longtemps que tu transmets. J'imagine que tu ne restes pas à rien faire dans ton canapé, de ce que je connais de toi. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu transmets? Est-ce que tu réécris encore? Quels sont tes projets pour les années à venir? Alors là, je suis dans la promotion de ce livre, Enquête de mère. Il est important pour moi que j'essaye de le faire circuler et bouger un peu, surtout auprès des doulas et des gens qui travaillent au niveau de la prénatalité. Donc, ce sont un peu les contacts pour moi. C'est pas seulement un livre en librairie, c'est un livre que j'ai envie, voilà, de présenter avec différentes personnes qui sont attentives à cette situation. Donc, j'espère dans les mois à venir encore pouvoir bouger en France, en Belgique et ici en Suisse avec ça. Je n'ai pas d'autres écrits pour l'instant parce que j'ai l'impression qu'une boucle est bouclée à l'intérieur de moi. Comme si finalement, j'ai expliqué pourquoi j'ai fait tout ça avant. J'explique à travers ce livre pourquoi j'en suis arrivée aussi à l'amour de la terre-mère et à ce lien avec le cycle du vivant. Comme si aussi les personnes qui m'ont lu avant à travers mes livres et mes oracles comprennent pourquoi j'en suis arrivée là. Donc c'est un petit peu comme un monde à l'envers. Enfin, mais du coup, c'est bouclé. Donc vraiment, sincèrement, c'est un gros travail. Je veux dire, ça fait passé 8 ans maintenant que j'écris non-stop parce qu'il y a eu, voilà, toute cette demande autour de ma transmission que j'ai suivie, que j'ai accompagnée. J'ai besoin maintenant d'être là comme grand-maman. J'ai besoin d'être là. Mon plus grand petit-fils a 18 ans, mais mon plus petit-fils a 14 mois. Donc il y a encore vraiment de quoi partager, de quoi aller au bord du lac, de quoi aller sentir l'air et faire découvrir le monde et l'émerveillement et la capacité de l'énergie d'un tout petit est incroyable et j'ai besoin là vraiment de me relier à cette énergie de vie que ce petit-fils me montre là dans ces tout jeunes mois d'années. Donc j'ai besoin. J'ai vécu aussi l'année dernière des deuils dans ma famille qui ont été très très impactants. Donc j'ai besoin de calme, j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin de quelque chose où tout est douceur à nouveau autour de moi et de ne pas me battre à nouveau pour un nouveau livre parce que disons-le, hein, c'est c'est un gros job et de l'écrire et ensuite de le faire naître. Donc là j'ai besoin d'une certaine sérénité et douceur et c'est le plus grand projet que je puisse m'accorder là, c'est que quelque chose me vienne de doux pour l'instant. Voilà. Et des belles rencontres pleines en douceur. C'est magnifique ce que tu partages, parce que c'est aussi les étapes de la vie. C'est effectivement, il y a quelque chose on te découvre par tes transmissions et à un moment tu nous expliques qui tu es. Et moi j'ai découvert évidemment énormément de choses. Je me dis mais ça donne en fait pour moi toute une perspective encore plus puissante à tes premiers ouvrages. Vraiment. Parce qu'on se dit waouh, enfin moi j'étais émerveillée, hein, parce qu'il n'y a pas un moment où quand on te voit aujourd'hui, on imagine, en te connaissant, on sait qu'il y a eu des épreuves.
Mais cette ampleur d'épreuve, on le voit plus aujourd'hui, surtout on se dit, mais ouais, quelle douceur, enfin vraiment, tu es un exemple. Et ça, moi, ça m'a mis vraiment une perspective sur vraiment un émerveillement sur tout ton parcours. En tout cas, moi, je tenais vraiment profondément à te remercier pour ce que tu offres au monde. Je pense qu'il est temps aussi à un moment de prendre du temps et t'offrir du temps, ce qu'on appelle la retraite aussi, et qui est une belle partie de la vie et d'en profiter. En tout cas, je te souhaite une très, très belle retraite, en tout cas. Merci beaucoup, Virginie, merci. On arrive tout au bout. Est-ce que tu aurais une dernière information à transmettre, Marianne? Où est disponible ton ouvrage? Est-ce que tu as une information particulière à transmettre pour les personnes qui nous écoutent? Alors, ce livre se trouve partout en francophonie, puisque mon éditeur est belge, donc Belge, France, Suisse, Belgique, France, Suisse, on le trouve partout. S'il est plus en rayon, parce qu'on le sait très bien, un livre reste peu en rayon, mais on peut le commander, et on peut le commander aussi en ligne. Donc, je lui souhaite un bel avenir et qu'il questionne nos choix de vie, voilà, j'ai envie de ça. J'ai un site, www.espritdefemme.ch, et sur lequel je mets les activités, donc ça, et des gens qui pourront me rencontrer dans les prochaines semaines et prochains mois. Très bien, je mettrai toutes les références de sites, le lien pour acheter le livre dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez apprécié en fait le partage avec Marianne, je mettrai aussi en référence les épisodes, les 2 précédents épisodes que nous avons enregistrés. Si vous avez apprécié ce podcast, pour remercier du travail qui est fait, n'hésitez pas sur la plateforme sur laquelle vous écoutez à mettre des étoiles, des commentaires, à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à venir questionner aussi, c'est toujours touchant quand on a partagé comme ça de l'énergie, de l'émotion, de dire merci pour cet épisode. Ça paraît anodin, mais ô combien ça fait du bien, parce que je sais combien Marianne va transmettre énormément, combien elle est disponible, combien oui, un livre, je dis toujours l'écrire c'est la plus facile, c'est la partie la plus agréable. Le faire éditer, le relire 10 fois, retirer toutes les fautes d'orthographe, passer chez l'éditeur, négocier avec l'éditeur, c'est un très lourd travail. C'est pas que très joli, c'est aussi vraiment aussi un combat. Donc aussi remercier, n'hésitez pas à les suivre ces pages, suivre aussi la page des éco-rituels aussi qui sont transmis par des belles personnes que tu as formées, qui ont été parfaitement bien formées avec toi pour découvrir toute ton approche de la spiritualité dans la nature aussi. Je mettrai également le lien en descriptif de ce podcast. Marianne, profondément merci. Merci. Je suis très touchée, Virginie. Merci beaucoup.